Avant de commencer, j'ai une question pour toi. J'aime bien te poser des questions et j'aime bien un peu connaître les personnes qui regardent la chaîne et qui interagissent. Quel est le plus gros jeu de ta ludothèque? Aussi simple que ça. Et je parle de gros jeux, ça peut être un pledge Kickstarter avec plein d'extensions, ou ça peut être simplement une boîte boutique la plus grosse que tu aies chez toi. Voilà. Elle est grande, elle est grosse, elle est lourde. Aujourd'hui, je te parle d'une pile de jeux. Alors, c'est pas la pile de la honte, t'inquiète, on est sur un projet autre. Ici, je te parle d'une pile de jeux qui sont relativement lourds, relativement épais, qui demandent un investissement conséquent, ou plus ou moins, ou peut-être que ça rentre pas dans ta calaxe, peut-être que ça rentre pas dans la mienne, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, je te parle de 5 jeux qui ont la particularité d'avoir des grosses boîtes. Enfin, plutôt 4. J'en ai rajouté un. Parce que c'est le flavor of the month. C'est comment on dit, des fois, j'ai des expressions en anglais et je les sais pas en français. C'est le truc du moment, quoi. Tu vois, le sujet chaud. Voilà, c'est un peu ça. Bref, j'ai oublié un truc. Salut les amis, et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, donc, je te parle de 5 jeux. 5 jeux qui sont sortis, qui vont sortir, qui viennent de sortir. Un peu dans l'anonymat, un peu pas du tout. Bref, quoi qu'il en soit, des expériences différentes avec des avis différents. Bref, on commence juste après que t'aies fait un bisou à tous ces gens qui aident à soutenir la chaîne, et puis toi aussi tu aides à la soutenir. Ne t'inquiète pas, moi aussi je te fais des bisous, parce que oui, ta présence, tes commentaires, tes likes, ce genre de choses-là, ça aide énormément à faire progresser la chaîne, donc ne t'arrête pas, like et abonne-toi, parce que oui, on est un peu tous fous par ici. Quoi qu'il en soit, on commence maintenant. Je commence tout de suite parce qu'on a ce que j'appelle la flavor of the month, c'est-à-dire le jeu du moment. Vous allez le voir un peu partout, vous l'avez vu un peu partout, il vient tout juste de sortir. Je vais te parler de Raising Robots. C'est dresser des robots. Enfin, dresser, mais comment dire, les éduquer. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Pendant longtemps, j'ai cru que ça s'appelait Rising Robots. Rising Robots, c'est les robots qui s'élèvent. Bon, qu'on est l'un ou l'autre, je pense qu'on s'en fout total. Bref, c'est quoi ce machin-là? Ça sort, c'est sorti chez Lucky Duck. T'as vu, ça sort chez Lucky Duck. C'est un jeu de construction de tableaux de cartes. Alors, c'est pas vrai, c'est un peu plus que ça. Mais il a été souvent comparé à Wingspan. Alors oui, dans son aspect, oui, dans la disposition des cartes que tu vas faire, dans les pénalités, plus tu vas en mettre sur une ligne, etc. Oui, en effet. Mais quand même, le feeling est radicalement différent, je trouve. Parce que Wingspan, c'est un jeu un peu clé en main. C'est-à-dire que tu vas y arriver, les règles sont très simples, et finalement, le jeu va se dérouler de manière très fluide. Tu vas potentiellement rater tes parties, mais quoi qu'il en soit, tu trouveras toujours quelque chose à faire. Ici, que nenni, mon gaillard. Ici, celui-là, il va te prendre, il va te dire, écoute-moi, toi. Jusque-là, on t'a caressé dans le sens du poil. Moi, je vais te mettre un coup de 1 dans ta gueule, et tu vas comprendre ce que c'est qu'un vrai jeu. J'aime beaucoup Wingspan, attention, c'est un vrai jeu. Mais bref. Parce que Raising Robots, c'est un jeu excessivement exigeant. Mais vraiment, je te l'explique. Et après, je te donne le pitch du jeu très rapidement parce que j'ai beaucoup de gros jeux et que j'ai pas le temps. Quand j'ai commencé à jouer à ça, je joue avec un pote et je me dis, bon, on fait la partie, etc. On voit un peu le gameplay. Arrivé à la fin de la partie, t'as le sentiment d'avoir fait une partie de merde. Mais vraiment de te dire, j'ai vraiment été nul. Mais c'est pas grave, moi sur mes premières parties, c'est souvent le cas parce que j'aime bien aller chercher un petit peu dans les tréfonds du gameplay et faire potentiellement n'importe quoi, mais de voir tout ce qu'il est possible de faire. C'est ma façon de découvrir un jeu, j'aime bien le faire, et ça me dérange pas de perdre ma première partie de ce point de vue-là. Donc, on se dit quoi? Vas-y, on en fait une deuxième. On fait une deuxième. Bon, j'ai pas compris. Toujours pareil, voilà, le scoring il évolue, mais pas grand, pas beaucoup, tu vois, le passé de... C'est vraiment au début, j'ai fait genre 60 points, puis tu passes à 64 points, tu vois, tu te dis non, t'as pas progressé, gars, t'as pas progressé. Alors avant, tu faisais n'importe quoi, là, tu peux pas dire que tu faisais n'importe quoi, t'es juste nul. Ben oui. Et donc, pourquoi? Parce que ce jeu a une courbe de progression qui est très grande. Mais vraiment, il a une marge de progression qui est folle, parce que c'est un jeu qui requiert de l'investissement personnel pour pouvoir l'appréhender. Attention, ne vous fiez pas à l'aspect bisounours des dessins. Le jeu est superbe, je le trouve magnifique. Les goûts, les couleurs, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Moi, je le trouve superbe. Mais quoi qu'il en soit, ça donne ce côté enfantin, mais pas du tout. On n'est pas sur un jeu enfantin. C'est un peu à l'instar, par exemple, des Radvistar. Les Radvistar, il a une DA qui est, voilà, qui est plutôt très très mignonne. On pourrait se dire, oh, je regarde ça, j'ai envie de jouer des petites souris, ça fait ratatouille. Ah ah.
Non, non, non. Bah, bref, bah, ce combo, ce contraste DA gameplay existe aussi dans Rising Robot, je pense même qu'il est encore plus fort. Donc, c'est quoi l'idée? Je te la fais courte. Tu vas pouvoir réaliser 5 actions par manche, il y a 8 manches. On joue de manière simultanée, si ce n'est au début. Au début, tu vas avoir donc un deck de cartes énergie, mais aussi tu as 5 cartes qui représentent les 5 actions que tu vas pouvoir réaliser. Et en fait, tu vas piocher 2 cartes énergie que tu vas mettre sur la table. Il y en a une qui va te dire, bah t'as 3 énergies plus un cube d'énergie, l'autre qui va te dire tu as 4 d'énergie, très bien. Et ensuite, tu prends ces cartes, tu choisis les cartes de l'action que tu souhaites réaliser, et tu les places en disant, bah voilà, moi je veux qu'il y ait une carte sur cette action-là, et qu'il y ait une carte sur cette action-là. Ok, très bien. Et donc, une fois que tout le monde a fait ça, on retourne et on voit qui va faire quelle action. Mais attention, parce que les fameux cubes que l'on a posés on va devoir les déplacer sur un plateau commun. C'est-à-dire que tous les joueurs qui ont mis un cube sur l'action amélioration vont prendre cette action et le mettre dans le pot commun de l'action amélioration, et etc. suivant tous les joueurs. À quoi ça sert ça? Eh bien, c'est un élément central et excessivement original, je trouve, dans Rising Robots. C'est-à-dire que ces cubes vont permettre aux autres joueurs qui n'ont même pas sélectionné l'action de la réaliser, mais aussi à ceux qui ont sélectionné l'action de faire une action plus forte. Parce que comment ça marche? Eh bien, une fois que tout le monde a révélé qu'on a placé les cubes, on va faire les actions dans l'ordre. Amélioration, conception de robots, après on a développement, fabrication, et ça doit être... je crois que c'est recyclage, mais je crois que je me fais avoir par rapport au logo, mais c'est peut-être recyclage. L'idée, c'est que, amélioration, on va améliorer des points du plateau, on va améliorer certaines actions, on va améliorer aussi nos cartes, les cartes que l'on aura placées. Bref, on va retirer des jetons en échange de ressources, c'est comme ça que ça se passe. Mais plus tu as d'énergie pour faire l'action, moins elle te coûtera en termes de ressources à dépenser. Pareil, quand tu vas arriver sur l'action du dessus, fabrication des robots, et bien dans ce cas-là, tu vas avoir des cartes robots dans ta main, et tu vas pouvoir les jouer moyennant ressources, mais plus tu as d'énergie, moins ça te coûtera cher, t'as compris l'idée. Et ensuite, les 3 autres actions correspondent donc aux différents robots que l'on aura placés en ligne. Ils auront leur propre action, donc on va avoir une notion de collecte de ressources, de cartes, etc. Mais aussi, on va déclencher tous les robots qu'il y a sur la ligne. Et on fait ça 8 fois. Voilà comment ça marche. Et donc, le twist qui est super important, je suis en train de prendre beaucoup trop de temps pour vous expliquer ça, c'est que comme je vous le disais, s'il y a des cubes sur les actions que vous n'avez pas programmées avec vos 2 cartes, eh bien vous allez quand même pouvoir les réaliser. Et ça c'est super important, c'est un truc que j'ai mis un peu de temps à saisir, enfin j'avais compris le concept, mais à saisir en termes de stratégie. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment réfléchir et tenter d'observer un petit peu le gameplay des autres pour savoir ce qu'ils risquent de programmer pour que vous puissiez programmer peut-être autre chose, c'est-à-dire que vous puissiez programmer autre chose de telle manière à faire des actions, mais aussi celles de vos adversaires. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas commun, c'est quelque chose qui n'est pas très intuitif, mais qui finalement le rend excessivement original. Donc c'est un jeu, je vais arrêter là-dessus, c'est un jeu qui est très exigeant, je trouve, voilà, je vous le dis, c'est très exigeant. Je pense que sur votre première partie, vous pouvez tout à fait ne pas l'aimer, c'est clairement un jeu que vous pouvez ne pas aimer sur votre première partie, mais je vous suggérerais fortement de vous dire de vous laisser tenter par une autre. Par contre, si vraiment le gameplay, le type de jeu qui vous met un peu à mal comme ça, et qui demande un investissement conséquent, ce n'est pas votre truc, c'est tout à fait possible, et bien peut-être qu'il faudra passer votre chemin à ce moment-là, parce que Rising Robots va vous demander de vous investir concrètement afin de progresser. Vraiment, au début, vous êtes nul, mais vraiment mauvais, enfin en tout cas c'était mon cas, et ensuite vous progressez de plus en plus pour aller vers quelque chose, des parties qui sont beaucoup plus fournies. Donc voilà, concernant Rising Robots, un jeu qui est adoré sur la chaîne Jeux en carton, voilà, à partir du moment où vous avez vraiment pris le pouls de ce qui vous est demandé, et j'aime beaucoup avoir une marge de progression aussi forte dans ces jeux-là, en sachant que tu as beaucoup de modules dont je t'ai pas parlé, tu as la possibilité, quand tu joues, en fait, tu vas avoir un personnage qui est attitré, qui est asymétrique, tu vas avoir aussi des cartes leçons qui sont des cartes objectifs personnels, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, t'as compris, c'est très bien, ce Rising Robots, avec une DA qui, en plus de ça, est magnifique. Alors, tu sais, si tu suis la chaîne depuis un petit moment, tu sais que j'ai pas vraiment un amour fou pour la série Zombicide. Pas que j'aime pas les zombies, j'aime bien l'idée, voilà, j'aime beaucoup les jeux vidéo à base de zombies, j'aime beaucoup les séries, voilà, y a pas de souci. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu fade. Voilà, c'est mon côté, je trouvais que c'était un petit peu fade, et surtout, je n'ai pas vraiment la possibilité de jouer à ça à bon nombre. Donc, j'ai jamais réussi à en profiter pleinement. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu ça. Army of the Dead. Tu te dis, mais attends, Army of the Dead, qu'est-ce que c'est? Bah c'est un jeu, c'est marqué là.
Zombicide et Army of the Dead, c'est un film sur Netflix, et j'avais oublié que j'avais vu ça, parce que c'était pas très bien, on va pas se mentir, c'était pas ouf. Je sais pas si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire là-dessous ce que t'en as pensé, parce que pour moi, Army of the Dead, c'était un film qui était totalement dispensable, j'ai dû revoir la bande-annonce pour m'en rappeler, et là je dis, oula, il y a Dave Bautista, oula, il y a un zombie à cheval qui s'appelle Zeus, oula, ce zombie à cheval, il est amoureux d'une zombie femme, qu'est-ce qui se passe? On est amoureux dans les films de zombies maintenant, les zombies sont amoureux, c'est bien possible, mais bref, c'est peut-être pas le truc que j'ai plus vu. Quoi qu'il en soit, on a décidé d'en faire un jeu. Ça me surprend parce que ça arrive quand même pas mal de temps après, c'est après la bataille, mais voilà. Bref, Army of the Dead, donc c'est un jeu zombicide. Pas grand chose à dire de plus, c'est du zombicide. Je vais te dire les différences rapidement. T'as une DA qui est différente, ici on est à Las Vegas, donc c'est plus chatoyant, il y a beaucoup de lumière façon néon, etc. Je trouve ça très joli, je trouve ça très fun. Moi la V2, voilà, j'étais passé un petit peu à côté, je m'étais pas éclaté, j'avais trouvé ça, bon, assez commun. Vraiment, c'était pas ma cam, alors je comprends que vous puissiez apprécier, attention, je ne critique pas ça, mais moi ça ne l'est pas. Maintenant, vous avez des jetons dormeurs, c'est les zombies qu'on voit dans Army of the Dead, qui dorment là comme ça, debout. Si vous faites du bruit à côté, vous retournez les jetons, ça fait apparaître des boiteux. Les boiteux, ce sont les zombies de base, voilà, ils sont là, qu'est-ce qui se passe, vous me réveillez, voilà, et donc du coup, après, bah, ils participeront à leur tour, le tour lorsque vous allez faire apparaître des zombies et les déplacer. Ça n'a pas changé, si ce n'est que vous avez un point de spawn qui correspond à Zeus, c'est-à-dire que c'est le chef qui envoie des zombies. Donc il les envoie de la même manière que les autres, sauf qu'il va y avoir des effets supplémentaires, du genre ils vont se réactiver, ce genre de choses-là. Mais autour de ça, il y a la thématique du braquage de banque, enfin du coffre du casino, parce que c'est ça dans Army of the Dead, ils envoient une escouade aller braquer ce coffre qui n'a jamais été pillé. Et bien, dans une zone zombie, bien évidemment. Et bien là, donc chaque personnage va avoir un rôle. Par exemple, il y a un gros bras, je sais plus quel est son nom spécifique, lui il va avoir un point de vie supplémentaire. Il y a des furtifs qui vont pouvoir s'échapper des zombies, qui vont réussir à s'échapper des zombies sans devoir consommer plus d'actions, etc. Et il y a un spécialiste des coffres. Et lui, du coup, tu vas en avoir besoin lorsque un scénario va te demander d'aller braquer ce coffre. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, tu as un jeu de test, choses comme ça. Globalement, il n'y a pas grand chose de plus à dire que ça. Ici, il y a des objectifs personnels. Voilà, on va piocher 2 objectifs, je crois que c'est 2 à chaque fois. Je sais pas si c'est à chaque fois, mais non, c'est peut-être un peu plus suivant les scénarios. En gros, vous allez piocher des objectifs personnels, qui sont des objectifs que vous allez devoir obligatoirement réaliser pour pouvoir sortir. Souvent, ça va être à base de va chercher un tel jeton de telle couleur, objectif telle couleur, et donc fais telle action. Genre éliminer Zeus, du genre sortir avec le jeton de la map, ce genre de choses-là. Voilà. Pas grand chose à dire de plus sur Army of the Dead, ça fonctionne bien, c'est... alors, encore une fois, c'est pas totalement ma cam, maintenant j'aime beaucoup la DA. Voilà, la DA de ce Army of the Dead, je la trouve plus avenante en tout cas que ce qui était proposé dans Zombicide. Les scénarios sont chouettes, j'ai pas... Voilà, encore une fois, je vais pas aller plus loin, c'est approuvé sur la chaîne Jeux en Carton, parce que finalement j'y ai joué, je me suis amusé, mais j'y rejouerai pas énormément parce que finalement c'est un jeu que je veux pas avoir beaucoup de monde pour pouvoir jouer à ça. Et en plus, je trouve qu'en solo, c'est assez infâme d'avoir 6 personnages à gérer. Je trouve ça assez compliqué. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus concernant Army of the Dead. Ensuite, je te parle d'un jeu qui est une réédition et elle est un petit peu passée sous les radars. Je l'avais découvert à Vichy et j'étais très surpris de voir que ça allait arriver ce truc-là. Et finalement, comme j'en avais entendu énormément de bien, je me suis dit, bah écoute, faut se laisser tenter. Et donc, je trouvais, voilà, par hasard en boutique, la version collector de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, tu connais le lore, bon, j'y reviens pas. L'idée, c'est que c'est un jeu coopératif dans lequel tu vas devoir survivre à un scénario, voilà, réaliser des objectifs suivant le scénario que tu as sélectionné. Il y en a environ 7, je crois, dans la boîte de base, mais tu verras qu'il y a d'autres petites choses. L'idée, comment ça se passe? Eh bien, c'est simple, tu vas sélectionner un personnage. Si tu joues à 2, tu as 2 personnages, mais aussi tu as des petits modules. Tu as un chien et tu as Vendredi, qui est avec toi, qui te permet de faire un peu plus d'action. Je vais pas rentrer dans le détail, mais tu saches que ça existe. Et ça marche très bien en solo. L'idée, c'est que chaque joueur va avoir 2 jetons. Ces jetons, il va pouvoir les dispatcher sur des actions différentes du plateau, ou les mettre sur une seule action pour qu'elles soient plus fortes suivant les actions que tu vas pouvoir réaliser. Et l'idée, c'est que donc tu vas pouvoir aller explorer la map, tu vas aller pouvoir collecter des ressources, fabriquer des objets qui vont te permettre donc de t'aider dans ta survie, mais aussi réaliser des objectifs qui sont exclusivement liés à ton scénario. Voilà, il y a des interactions qu'il va falloir que tu génères, par exemple interagir avec un totem, chercher des pierres pour pouvoir reconstituer une structure, ce genre de choses-là. Et donc, tout ça se joue de concert avec tous les joueurs, et on va pouvoir s'aider aussi, s'entraider sur certaines actions, mettre 2 jetons différents sur une même action si jamais il y a besoin de s'aider, etc. Mais par contre, si jamais tu fais des actions qui nécessitent 2 jetons avec un seul, tu vas avoir une notion aléatoire qui va arriver avec des événements, des dés à lancer, etc. Donc ça, c'est forcément le côté chaotique du jeu qui fait que, ok, tu prends un risque, mais en même temps, ça te permet de faire plus d'actions. Voilà, ça c'est pas mal, j'aime beaucoup. Et voilà, et il y a pas mal de scénarios à réaliser.
C'est un jeu qui est extrêmement difficile, en termes pas d'accessibilité, en termes d'accessibilité ça gère bien, mais en termes de difficulté, pour remporter une partie de Robinson Crusoe, il faut s'accrocher, il y en a certains d'ailleurs, on en a parlé sur le Discord, qui l'ont depuis un petit moment, qui n'ont jamais gagné une seule partie, parce que le jeu est difficile, il est très exigeant, en tout cas, dans les choix qu'on va réaliser. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ça, ici, tu as la version collector. La version collector, elle te propose des inserts de rangement pour les ressources, très chouette, avec un couvercle, tu sors, paf, t'ouvres, on aime beaucoup. Propose des figurines. Bon, les figurines sont jolies, mais leur intérêt est clairement moindre. J'aime beaucoup l'utilisation des jetons, de pouvoir les superposer, de les placer sur la map, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif que l'utilisation des figurines. Les figurines, par exemple, lorsque je vous disais, on peut se partager une action pour pouvoir soutenir quelqu'un, en gros, et éviter de faire cette notion d'aléatoire, eh bien vous allez les superposer, et donc on va voir qui aide qui. Là, on va mettre un système de soclage rouge pour dire, bah voilà, c'est ce personnage-là qui fait l'action principale, et l'autre qui a pas de soclage, c'est lui qui va soutenir, en gros. Donc ça, c'est moins visuel, et c'est moins pratique sur le terrain, finalement, et je trouve ça un petit peu dommage, donc du coup, j'avoue que je ne joue pas avec les figurines, c'est un peu dommage, parce que c'est la version collector, c'était quand même le principal, avec les inserts, mais voilà. Mais, il n'y a pas que ça, et après je te dis ce que j'en ai pensé, bien évidemment. Tu le sais probablement si tu t'es renseigné, mais il y a ce carnet d'aventure. Et je perds des feuilles, oh là là. T'as un truc comme ça. Alors c'est quand même pas donné, hein, c'est 30 balles. Faut le savoir, c'est marqué dessus, c'est imprimé devant. Mais dedans, t'as des scénars en fait. Et c'est des scénars, en gros, c'est soit des variantes des scénarios que t'as dans la boîte, soit des scénarios tout nouveaux. Donc ça te permettra de jouer suivant d'autres objectifs, mais surtout avec des difficultés différentes. Et ça, c'est drôlement chouette. T'as 4 niveaux de difficulté, tout est classé dans un sommaire, et t'as même de l'accessibilité. Tu vas pouvoir jouer façon enfant, famille ou expert, et ça, je trouve ça drôlement chouette, parce que j'ai testé les scénarios enfants, en effet, ils sont beaucoup plus accessibles que les autres. Mais attention, le jeu reste quand même un jeu assez exigeant, en tout cas en termes de règles. Et la feature qui est super au top du top, le truc qui était absolument nécessaire dans Robinson Crusoe et que Yellow donc a travaillé, c'est une campagne d'initiation. Et ça, c'est le top du top. Parce que le jeu était réputé pour avoir des règles absolument atroces, et clairement le livret il est là, hein. Je te le montre, mais est-ce que t'as envie de lire un truc pareil? Voilà, ça fait peur. Et moi, j'ai eu peur. Quoi qu'il en soit, tu fais la campagne d'initiation, t'as pas besoin de lire les règles. Voilà, c'est aussi simple que ça, et j'exagère même pas. Le livret, j'y suis retourné parce que des fois j'avais oublié un point ou deux, hop, je cherche dans un sommaire, j'y vais. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. J'ai vu 2-3 coquilles sur le carnet de campagne, sur le guide, c'est pas grand chose, c'est généralement la couleur, c'est pas la bonne couleur qui s'est affichée, etc. Y a rien d'impactant, mais je préfère te le dire tout de même. Voilà concernant donc le pitch en tout cas de ce Robinson Crusoe. Moi c'est un jeu totalement adoré. Sur la chaîne Jeux en Carton, tant je trouve déjà artistiquement parlant, la direction artistique autour de ce jeu est superbe. Alors c'est a priori la même chose que les précédentes, mais je trouve que c'est vraiment bien travaillé. On a vraiment la sensation d'avoir un plateau sur lequel on est en train de gérer avec une map qui est ouverte et tout. Je trouve ça vraiment très joli. Le gameplay est propre. Alors il y en a certains d'entre vous qui avaient peut-être comme moi, j'avais First Martians qui pareil avait des règles mais injouables en fait. Clairement, on est dans ce type de jeu-là, bien évidemment. Et moi, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces jeux un peu sauf qui peut, dans lesquels on essaye de maintenir la baraque comme on peut, et en essayant d'atteindre l'objectif. Le jeu remplit parfaitement ce rôle. L'ajout des événements, enfin des différents objectifs, grâce au carnet d'aventure, me semble indispensable. Je te le dis, la collector n'est pas indispensable. Ça, pour moi, ça l'est. Si t'as le jeu, c'est super indispensable d'avoir ce truc-là. Ça te rajoute pléthore, tu vois, la taille du truc, ça te rajoute énormément de scénarios différents et de conditions différentes. Donc, t'as un jeu coopératif qui est exigeant, qui est très beau, qui propose une aventure thématique, qui propose une difficulté évolutive grâce à ce carnet. Sinon, tu as des scénarios experts qui sont très difficiles, mais voilà, c'est très cool aussi. Moi, je joue en expert pour la plupart du temps, parce que c'est vraiment comme ça que j'aime bien me faire un peu maltraiter, tu vois, s'il faut être moi, c'est un peu mon truc. Et voilà, donc Robinson Crusoe, clairement, totalement adoré sur la chaîne, et je suis ravi de pouvoir y jouer enfin, depuis le temps qu'il était sorti. J'avais jamais franchi le pas d'aller l'acheter, parce que j'étais un peu refroidi par les retours qu'il y avait sur les règles, pour tout vous dire. Alors là, je continue avec un regret. Je te donne le contexte. Il y a 1 an et demi, je pense, à peu près, est sortie une campagne en financement participatif sur ce jeu que je vais te présenter. Et j'avais pledgé. Voilà, day one. Hop, je pledge. Pourquoi? Parce que c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Et le jeu vidéo, je l'aime beaucoup. Donc, je regarde le truc, je dis, vas-y, moi ça me tente, j'ai envie de jouer à ça. Finalement, j'entends les interviews des auteurs, et j'entends dire, c'est un jeu familial, etc. Et il y a un amalgame qui se crée dans mon esprit qui me dit,
je sais pas, j'ai eu l'impression qu'on venait me dire à moi que fais attention, c'est peut-être pas pour toi. C'est tout bête, hein, c'est vraiment un ressenti. Parfois, tu t'écoutes des gens, vous m'écoutez, parfois je vais vous dire des choses, vous allez les interpréter d'une certaine manière, alors que c'est pas ce que je voulais vous dire. Et moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, et du coup, bon, je suis resté. Ensuite, j'ai testé sur Tabletopia, la plateforme de l'enfer. Arrêtez de faire des tests sur cette plateforme de mort. C'est une catastrophe, Tabletopia. Ça te pourrit l'expérience. Mais vraiment, ça te pourrit l'expérience. Bref, c'est un message que j'ai passé. Je le teste quand même sur Tabletopia, et là, cata. Vraiment, je dis, mais c'est quoi ce jeu? Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Mais j'impute peut-être ça aussi à la plateforme. Quoi qu'il en soit, je suis totalement refroidi, et je retire mon pledge. Je fais pas ça souvent, mais là, je l'ai fait. Et finalement, à Vichy, je vois le jeu, et je le vois tourner, et je me dis, putain, mais ça a l'air vachement bien. J'ai envie de tester ça. Donc, j'écris à Scorpion Masqué, et ils me disent, bah ouais, carrément, on aimerait bien. Je te parle évidemment de ça. Dead Cells. Dead Cells, qu'est-ce que c'est? C'est un roguelite. Et alors là, si t'es pas dans le domaine du jeu vidéo, peut-être que tu sais pas ce que c'est. Je t'explique très rapidement. C'est un jeu dans lequel tu vas forcément perdre. C'est cool, non? Non. C'est un jeu dans lequel tu vas devoir recommencer encore et encore. Sauf que tu vas faire ce qu'on appellera des runs. Les runs, c'est-à-dire des parties. En gros, c'est une partie, je ne te prends pas la tête. Tu vas aller d'un point A au point où tu vas mourir. Tu vas essayer d'aller le plus loin possible. Et lorsque tu vas perdre, ce qui va arriver très clairement, eh bien, tu vas pouvoir améliorer ton personnage, ton gameplay, tes conditions de partie. Bref, au fur et à mesure, façon soft legacy, parce qu'il n'y a pas de destruction de matériel, tu vas pouvoir faire progresser ton personnage et progresser tes prochaines runs. Et ça peut te parler, ou ça peut ne pas te parler du tout. Peut-être que tu te dis, moi, recommencer encore et encore, c'est pas ma cam. On y revient. Donc Dead Cells va te proposer ce jeu coopératif désormais, parce que le jeu vidéo était solo, ce jeu coopératif dans lequel tu vas pouvoir jouer de 1 à 4 joueurs pour pouvoir donc faire progresser ton personnage et mourir. Voilà. Comment ça se passe? C'est très simple, tu vas ouvrir une map, au départ tu es dans le camp des prisonniers, donc tu as une map, c'est vraiment une map en 2D dans laquelle tu vas devoir suivre un chemin, et sur cette map il y a des tuiles. Des tuiles qui vont représenter soit des coffres, soit des affrontements, soit des rencontres fortuites, soit un marchand, bref ce genre de choses là. Et donc tu fais progresser ton marqueur, et lorsque tu arrives sur une tuile spécifique, tu la retournes et tu fais un choix. Si c'est un coffre, tu prends le trésor, tu prends l'équipement, etc. Mais si c'est un affrontement, évidemment, il y aura un combat. Et alors là, comment ça se passe? C'est très simple, tu vas avoir 3 cartes dans ton deck, donc il y a 4 personnages différents, ils ont juste des orientations différentes en termes de gameplay. Tu vas avoir 3 cartes dans la main. Ces cartes, elles représentent 3 rounds. Il y a 3 lignes par round. Il y aura toujours 3 rounds de combat. Et donc comment tu fais? Tu choisis, en fonction du nombre de joueurs, tu vas choisir une carte qui va te dire ce que tu vas faire lors de ces 3 rounds. Et c'est tout! C'est-à-dire que tu ne vas pas rejouer de cartes entre les rounds, c'est très important. Donc tu places tes cartes, etc. Tous les joueurs font pareil, et ensuite on les révèle. On commence par le premier joueur, sans des aiguilles d'une montre, et on voit comment ça se passe. Parce que sur le plateau, c'est un plateau en 2D, dans lequel vont être placés les différents ennemis, et ça va indiquer l'ordre de tour de jeu. Si on a un avant votre groupe, c'est cet ennemi-là qui va jouer avant vous. Mais ensuite, c'est à vous de jouer, et ensuite les autres. Voilà comment ça se passe. Donc dans ce cas-là, première round, on regarde la première ligne, tiens, moi je fais un dégât, à qui je le fais, qui est-ce que je peux cibler? Hop, celui-ci, très bien. Toi tu fais quoi? Ah, moi je fais rien, elle est vide ma case, bon bah tant pis, on passe à l'autre. Toi tu fais quoi? Moi je loot. Ok, donc on ramasse ce qui était prévu, etc. Et ensuite on passe aux ennemis, on s'inflige les dégâts, etc. Deuxième round, on recommence. Ah, moi je fais rien ce round-là, lui qu'est-ce qu'il fait? Ah, lui il prend une potion pour se soigner, très bien. Et toi qu'est-ce que tu fais? Moi non plus je fais rien. Ah mince, on n'a pas fait grand-chose à ce moment-là. Et les autres ils font quoi? Paf, paf, ils nous attaquent. Mince. On continue comme ça, on élimine les ennemis, on récupère du loot, et on enchaîne. On continue sur la map, on se déplace, etc., etc. À un bout d'un moment, on va changer de biome. Le biome, c'est le niveau, en gros, où est-ce que vous vous trouvez. Avant de changer de biome, on va interagir avec des marchands. Ces marchands vont nous permettre de nous soigner, grâce à des dents en or, qui est du loot qu'on va pouvoir avoir, c'est une monnaie, vont nous permettre aussi d'acheter de l'équipement, vont nous permettre aussi de récupérer des schémas. Les schémas, ce sont de l'équipement, en gros, qui est caché au début de la partie. Chaque niveau a son propre deck de schémas, et donc ça va nous permettre d'agrémenter notre deck, équipement de différentes cartes pour pouvoir le faire progresser et avoir des armes de plus en plus fortes, enfin, armes, armures, etc. Voilà comment ça va se passer, et on continue comme ça. Au bout d'un moment, on affrontera un boss, le concierge. Le concierge, je spoil pas parce que c'est vraiment au début du jeu vidéo, on va l'affronter, on va perdre, hein, très clairement, on va réessayer, etc. Et bref, si on réussit, on a gagné notre partie, et on va pouvoir recommencer à un autre point. On va pouvoir recommencer au point juste après, au niveau juste après. Ou recommencer du début, si jamais on a envie de reprendre du début, parce qu'après c'est encore un peu chaud, pour essayer de s'améliorer, encore une fois. Parce que oui,
Comment ça se passe lorsqu'on meurt ou lorsque l'on bat le boss? Eh bien, on va avoir des cellules. C'est une autre monnaie du jeu. Celle-ci, elle est exclusivement liée au moment où vous allez mourir pour pouvoir faire progresser vos personnages. Ou en tout cas, faire progresser vos conditions de jeu. C'est-à-dire que vous allez avoir 3 decks. Un deck survie, un deck, je crois que c'est agressivité, et un deck tactique. Et ces decks, en gros, au-dessus, vous avez juste une carte qui vous dit « ça coûte 2 cellules d'aller acheter là-dedans. Ok, je paye 2 pour le deck survie. Je prends la carte du dessous. Faut pas regarder, elles sont dans un certain ordre. Hop, qu'est-ce qu'elle me dit la carte? Elle me dit, bah prenez les prochaines cartes, ce sont des nouvelles cartes à mettre dans vos decks. Très bien. Ou alors elle va me dire, par exemple maintenant, alors je te le dis n'importe quoi pour pas que tu sois spoilé, mais elle va te dire maintenant, bah tu commences la partie avec 2 cellules à chaque fois. Ah très bien, ça tu le glisses dans ton plateau, et dans le plateau il y a des sleeves, parce que ça sauvegarde. Tu le glisses dedans et il va te dire, ok, au début de partie, à chaque fois que tu vas ouvrir le plateau, que tu vas commencer une partie, hop, tu vas gagner 2 cellules dès le départ. Et ça, tu vas pouvoir agrémenter ton plateau de plein de petites choses, de quêtes, de conditions de départ, de conditions interbiomes. Lorsque tu as fini un niveau, hop, tu vas pouvoir gagner telle chose, etc., etc. Et tout ça, ce sera sauvegardé dans ton plateau. Tu vas améliorer ton deck, et tu vas progresser, ton équipement va changer, etc., etc. Donc, voilà le pitch en gros sur Dead Cells. Ça fait longtemps que j'y suis. C'est un jeu qui donc a cette composante de je vais mourir et je recommence. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous preniez en compte si vous hésitez sur le jeu et que vous ne savez pas si ça va vous correspondre ou non. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir du gameplay sur YouTube, d'essayer de trouver, parce que très clairement, c'est quelque chose, c'est le point qui finalement risque de vous coincer si jamais vous n'êtes vraiment pas friand de ce genre de choses. C'est un jeu donc qui va demander de l'investissement. C'est des dizaines de parties. Moi, actuellement, je suis à environ 15 parties et j'ai l'impression je suis bien rentré dans le jeu, mais il y a encore, quand je vois les différents paquets de cartes, j'ai encore, je pense, 40 parties à faire avant de tout débloquer, hein, très clairement. Donc, ça, faut le prendre en compte. Mis à part ça, moi, j'ai quand même une réticence qui est très forte, de base, en tout cas, lorsque le projet est sorti, c'est que faire un roguelite en jeu de société, ça me paraît... Il y a des genres comme ça, ça marchera pas. Ça, tu te dis ça marchera pas. Genre la plateforme. Comment tu veux faire un jeu de plateforme en jeu de société? Tu vois, ça marche pas. Comment tu veux faire un roguelite, un jeu nerveux qui te demande de... Tu vois, tu meurs, tu recommences immédiatement, paf, 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 paf. Comment tu fais ça en jeu de société? Eh ben, tu laisses les petits gens qu'il y a là-dessus, là. Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc, Théo Rivière. Tu leur dis faites, et ils le font admirablement bien. C'est bluffant. C'est bluffant à quel point Dead Cells est réussi. C'est-à-dire que on a la sensation réellement, alors je vais pas dire d'avoir la manette en main parce que je pense que la plupart d'entre vous vous en foutez, mais d'avoir le jeu vidéo retranscrit en jeu de société. Ça peut paraître con, hein, mais il y a tellement d'adaptations mauvaises de jeux vidéo en jeu de société que là, c'est à souligner. En plus de ça, on a vraiment la sensation de jouer à un roguelite. On a vraiment la sensation de se dire, je sais que je vais mourir, mais je suis content de progresser. Quand t'es mort, c'est pas grave parce que tu vas débloquer des choses et t'es content de débloquer des choses. Et t'as envie de recommencer. Ça, c'est un legacy qui tourne. Parce que la dernière fois, je t'ai parlé de legacy où je t'expliquais que, à mon sens, un legacy, ça doit avoir envie de te prendre par la main et de t'emmener, tu vois. Il faut que t'aies cette sensation, en tout cas, de vouloir y retourner très rapidement parce que sinon, tu te lasses. Ici, t'as envie d'y retourner immédiatement, t'as envie d'enchaîner 2, 3, 4 parties, y a pas de souci. Le système de combat, au départ, quand je l'avais testé sur Tabletopia, je trouvais ça super pauvre. Mais pas du tout. C'est juste que c'est un système coopératif, on peut pas tout dire, c'est de la communication quand même assez limitée, mais qui fonctionne merveilleusement bien, et en plus de ça, tu faut pas faire plus, parce que les combats, faut pas qu'ils durent trop longtemps non plus, c'est pas le but c'est de progresser rapidement, donc forcément, l'utilisation d'une seule carte, elle est prédéterminante, elle est très importante, il faut pas se planter, mais tu as un jeu, donc ici, qui te retranscrit merveilleusement bien les sensations d'un roguelite, et vraiment, tout est fait pour que tu aies envie d'y revenir. Tout est fait pour que tu veuilles revenir dans ce Dead Cells, et j'y reviens, et j'y reviendrai, et je suis plus qu'heureux d'avoir la possibilité d'y jouer, et je suis très déçu de moi-même d'avoir retiré donc mon pledge, parce que là donc c'est la version boutique, hein, je vous l'ai pas dit, c'est la version boutique que j'ai là, mais quoi qu'il en soit, Dead Cells, c'est un jeu qui est exceptionnel, totalement adoré, c'est l'excellence à mon sens de l'adaptation de jeux de société, de jeux vidéo en jeux de société, c'est probablement, très certainement, la meilleure adaptation qui m'ait été donnée de jouer, et j'ai joué à des jeux comme This War of Mine, comme Frostpunk, etc. Voilà, ça vous permettra de jauger par rapport en tout cas à ce que j'aime, à vous de voir en tout cas si ça vous plaira, mais quoi qu'il en soit, je suis vraiment très heureux d'avoir pu jouer et de pouvoir jouer encore à ce Dead Cells. Et alors je finis par un truc
ça va pas être une review. Je te le dis immédiatement parce que, en fait, ça fait un moment que je l'ai, et je me dis, je vais pas en parler maintenant parce que j'ai pas les billes, j'ai pas suffisamment joué, etc. Et en fait, je pense que j'ai du mal à progresser dessus parce que j'ai plus vraiment envie. T'as vu? Je vais me faire gronder encore, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je te parle de ce mastodonte-là, ISS Vanguard. Alors, attention, tu ne m'entendras pas dire que c'est nul. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais je te donne un contexte. J'ai pledgé ça, d'accord? Ça, c'est la version boutique que Asmodée m'a envoyée. Mais je l'ai pledgé. Et donc je vais le recevoir normalement, parce que j'ai pris en une vague, donc ça doit être décembre, janvier 2025, peut-être mars 2028. C'est Ok, c'est Vanguard, je te la fais très courte. C'est un jeu narratif en campagne, dans lequel on va explorer des planètes suivant une histoire. Voilà, on va explorer des planètes, mais on va aussi avoir la gestion de notre vaisseau, très important, parce que les deux phases de jeu vont tourner autour de ça. Gestion du vaisseau et exploration planétaire. Donc, l'exploration planétaire, on se déplace, on va lancer les dés pour faire des tests, les dés on en aura plus ou moins en fonction de notre progression dans le jeu, et on va devoir réaliser des objectifs, les objectifs vont changer de manière dynamique en fonction de ce que l'on va faire, donc on aura des cartes à aller chercher, etc. dans les différents paquets. Lorsqu'on a terminé, donc il y a plein de choses évidemment, mais je suis obligé de cut, parce que forcément, je te dis encore une fois, c'est pas une review. Ensuite, tu vas passer à la phase de gestion du vaisseau. Là, tu vas avoir un classeur. Le classeur est fat. Donc tu as un classeur avec énormément d'intercalaires dedans qui permettent de glisser les cartes façon, tu sais, quand tu collectionnes les cartes de TCG. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc là-dedans, tu vas avoir plein de choses à faire. Tu rentres là-dedans, il y a des intercalaires que tu vas devoir lire, qui vont te dire toutes les étapes que tu dois faire. Mets cette carte ici, mets cette carte-là, va chercher ça dans tel paquet, fais ceci, fais cela. Donc, tu vas avoir une gestion de l'équipement, gestion de l'équipage, gestion aussi des différents projets de recherche que tu vas pouvoir mener. On va te dire va faire ci, va faire ça, attribue des recrues, donc des personnages que tu as à ces actions pour que ça aille plus vite. Ce genre de choses-là, et ensuite tu repars sur une nouvelle planète. Quand tu repars sur une nouvelle planète, tu as un système où tu vas devoir essayer d'analyser la planète grosso merdo, tu vas ressortir plus ou moins la carte en dépensant des ressources pour pouvoir le faire. Si tu le fais pas suffisamment, eh bien tu risques de manquer d'informations et donc de ne pas te préparer correctement lorsque tu vas aller sur la planète. Une fois que tu as fait ça, tu as une phase d'atterrissage, c'est-à-dire que tu vas avoir toute une phase de jeu qui consiste à faire atterrir correctement ton vaisseau, enfin bref voilà, et ensuite tu as la rephase d'exploration, et c'est comme ça que ça va se passer. Ça paraît fat, et ça l'est. C'est très fat, ISS Vanguard. C'est pas un jeu complexe dans ses règles, attention. C'est pas un jeu complexe dans ses règles, je trouve que les règles sont plutôt bien écrites. Le système de tutoriel est vraiment bien fichu. En tout cas, moi j'ai compris le jeu grâce à ça, et je trouve que c'est toujours très plaisant d'avoir ce type de tutoriel dans ce type de jeu-là, qui nécessiterait énormément de lecture de règles. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté? En fait, j'ai commencé le tutoriel. Voilà, j'ai fait une mission, 2 missions, etc. Le problème, c'est qu'à ça, j'y joue en solo. Parce que j'ai pas, aujourd'hui, la possibilité de réunir régulièrement du monde pour y jouer. Pour pouvoir vous le proposer, tout du moins, en vidéo. Donc j'y joue en solo. Pour moi, c'est pas un jeu qui est adapté du tout au jeu solo. Alors, attention, si tu joues en solo et que tu l'apprécies, ça veut pas dire que t'as rien compris. C'est pas ça du tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient en solo. Pour ma part, un vrai jeu, une vraie adaptation d'un jeu solo, c'est quand on est capable de faire en sorte que tu aies un gameplay qui soit, comment dire, adapté en tout cas au fait que tu sois seul. Le problème d'ISS Vanguard, c'est que si je devais résumer, c'est un jeu vidéo dans lequel tu as retiré toute l'ergonomie liée à son support. C'est-à-dire que tu n'as pas de manette, c'est-à-dire que tu n'as pas de code, tu n'as rien de tout ça. Non, ici, tu dois faire tout toi-même. C'est-à-dire que tu vas devoir aller chercher des cartes dans tel paquet, 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 des cartes dans tel paquet. J'exagère pas, mais c'est vraiment ça. Et donc tu vas tourner telle page, et tu vas ranger tel bouquin, et tu vas sortir tel classeur, et tu vas sortir telle enveloppe, et tu vas sortir tel bouquin, tu vas ranger tel bouquin, tu vas sortir tel cube, tu vas piocher des cartes recrues, tu vas les mettre dans des intercalaires, tu vas prendre des dés, tu vas remplir les dés, tu vas choisir des personnages, tu vas sortir leur plateau, tu vas poser les personnages sur ces plateaux, tu vas remettre leurs dés, tu vas prendre leur équipement, tu vas prendre leur deck. Je comprends que ça puisse plaire. Et je vais pas te mentir, c'est pas que ça me déplaît, c'est juste que c'est fatigant. Et que, malheureusement, quand je me dis je vais faire un ISS Vanguard, bah je pense à tout ça, et je me dis mais est-ce que j'ai envie de m'infliger ça? Est-ce que j'ai envie de m'infliger autant de manipulation? C'est le jeu qui a le plus de manipulation de l'histoire. Voilà. Le plus du plus. J'exagère pas. Enfin, c'est l'histoire de ce que j'ai testé, évidemment. Il y a probablement l'un de vous qui va me dire « Non, moi j'ai testé ça, et crois-moi, quand il a fallu trier les 1240 pièces une par une, c'était de la... » Oui, t'as raison. Mais moi j'y ai pas joué à ce jeu-là.
Donc, ISS Vanguard, je ne vais pas le noter. Parce que je te le dis pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé. C'est plus ça, en fait, mon intervention là. Pourquoi est-ce que je ne t'ai toujours pas parlé d'ISS Vanguard? Parce que j'ai beaucoup de mal à continuer, ne serait-ce que par cette idée de la manipulation. Maintenant, je serais très curieux de savoir si toi, quand tu y as joué à 3 ou 4 joueurs, ou 2, même 2 ou 3 ou 4 joueurs, je sais pas pourquoi je retire le 2, ce que tu en as pensé. Est-ce que vous vous êtes attribué les différents rôles, du genre toi tu vas chercher les cartes, toi tu t'occupes du classeur, etc. Ou est-ce que vous avez trouvé ça aussi lourd et un peu rébarbatif, ou au contraire vous avez trouvé ça absolument génial, même en solo? N'hésitez pas à me le glisser là-dessous. Quoi qu'il en soit, je vais le reprendre, hein, attention, mais voilà, j'ai perdu cette envie. Et donc ça me permet, moi en tout cas, de vous dire que si vous êtes solo et que vous détestez ce type de manipulation, bah clairement, je pense qu'il va falloir que vous passiez votre chemin. En plus, c'est un investissement conséquent. Mais par contre, vous avez quand même un jeu qui est extrêmement riche. C'est un jeu qui est vraiment extrêmement riche. On a vraiment cette sensation de gérer notre vaisseau, on a vraiment cette sensation de gérer notre équipage, de faire nos explorations, gérer notre atterrissage, tout ça. Donc forcément, il y a une thématique qui est très forte, il y a une immersion qui est très forte. Et moi, cette immersion, j'en suis un peu sorti lorsque je fais toutes mes manipulations. Voilà. Ça n'a aucune valeur de plus que ce que je suis en train de vous dire là. Vous en faites bien ce que vous voulez, mais voilà, je me suis exprimé en tout cas sur SS Vanguard, et je lui donne pas de note, tout simplement parce qu'encore une fois, je suis pas allé assez loin, et que ça serait assez ridicule. Et voilà les amis, c'est tout concernant cette giga pile de jeux. Donc ça a duré un peu plus longtemps que d'habitude, forcément les jeux sont un peu plus gros, mais quoi qu'il en soit, j'espère que t'as apprécié. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de rejoindre le Ko-fi si tu veux aider la chaîne, n'hésite pas à faire ça, c'est super cool, de super chouette de vous voir de plus en plus sur ce Ko-fi, ça me fait vraiment super plaisir. On continue comme ça, on se fait des bisous, bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. J'ai quelques petits trucs en réserve pour vous sur la chaîne Jeux en carton. À ciao, bonsoir.